Bonsoir. L'équipe du dimanche en place. L'essentiel de l'actualité de la semaine, c'est ici au 7 Info. Des invités pour aller au-delà de l'Écosse. Bienvenue à tous. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès qui multiplie ses sorties à l'intérieur du Burkina Faso après Waïgouya, Zinyari et Kambisiri, cap sur Pau dans la région du centre-sud. Là aussi, c'est une forte mobilisation pour l'ex-parti au pouvoir qui veut reconquérir le palais présidentiel en 2020. Le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit sa campagne de mobilisation de ses militants. Le premier point chaud de la tournée a lieu à Nobéré, à une trentaine de kilomètres de Pau, dans le Naouri. Ce sont des militants euphoriques qui croisent la délégation du CDP venue de Ouagadougou. Après une rencontre avec les populations de la localité, cap est mis sur Pau. Là aussi, c'est le même scénario. Sur plus de 5 km, le président de l'ex-parti au pouvoir et ses collaborateurs sont escortés par une foule à perte de vue. Un tour chez la notabilité pour prendre conseil et bénédiction avant de se rendre sur la place publique. Après Waïgouya, Zinyari et Kambisiri, c'est au tour de Pau de voir le renouvellement de ses comités de base. Victor Zongo est officiellement investi en qualité de nouveau secrétaire général provincial du Naouri du CDP. Sa mission, rassembler les militants de l'épi et du maïs pour les futures échéances électorales. C'est vraiment un grand défi pour nous. C'est comme on l'a dit, vous avez vu les hommes et femmes qui sont autour de moi. C'est des vrais combattants. Nous sommes prêts à accompagner le président Idi Kombero pour une victoire en 2020. Les élections de 2020 déjà dans le viseur au CDP. Mais avant, le plus urgent demeure la réussite du congrès du parti qui va se tenir les 5 et 6 mai prochains. Pour ce rendez-vous tant attendu, Edi Komboigo invite les militants à plus d'engagement et de détermination. Vous devez faire de ce congrès un succès inégalé par votre présence, par votre participation au débat et surtout par vos propositions constructives afin de permettre au CDP de revenir au pouvoir pour les besoins de nos populations. Ce congrès est le vôtre et sera également le symbole de notre unité en marche vers la victoire, vers les victoires. Une victoire en 2020 qui passe aussi par une véritable réconciliation de la grande famille CDP. Dans cette dynamique, le président du parti avoue que la porte est ouverte à tous leurs anciens camarades du CDP qui ont quitté le navire à un certain moment donné. L'actualité politique de la semaine, c'est aussi cette suspension du parti de Soumane Touré, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a pris un arrêté suspendant les activités du parti dénommé donc Parti de l'indépendance du travail et de la justice au motif que les déclarations de son secrétaire général Soumane Touré au cours d'une conférence de presse lors de la rentrée politique du parti portaient atteinte aux dispositions de la loi réglementant les activités des partis politiques. Pour en parler, l'analyse politique Siaka Koulibaly est sur le plateau du 7 Info. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. C'est une nouvelle qui est tombée donc cette semaine. Le parti de Soumane Touré suspendu pour propos qui ne seraient pas en phase avec la réglementation en matière d'exercice de l'activité politique au Burkina Faso. Comment vous l'analysez, cette suspension? Oui, nous avons appris donc cette suspension du PITJ pour les motifs qui ont été signalés dans l'arrêté signé du ministre de l'administration territoriale. Les premières réflexions qui me sont venues à cette suspension, c'est que au regard du contenu de la déclaration, au regard du contexte sociopolitique dans lequel nous nous trouvons, mais surtout au regard de la nature spécifique du leader de cette formation politique, j'ai considéré que la suspension était une mesure qui n'était pas indispensable.
Pour cela, il faut prendre peut-être un critère spécifique. Est-ce que la mesure renforce la stabilité politique? Est-ce qu'elle renforce la paix? Est-ce qu'elle renforce la sécurité? Donc, ce sont ces considérations qui auraient dû être observées par le gouvernement, le ministre en question, avant de prendre la décision. Est-ce qu'on empêche la survenance d'un fait qui pourrait porter atteinte à la cohésion sociale? Donc, c'est cela qu'il s'agit. Parce qu'il y a ces références à l'ethnie, à la chefferie coutumière. Oui. Justement, quand on arrive au deuxième degré d'analyse de cette affaire, et en tenant compte du contenu de la déclaration du PITJ, on peut aujourd'hui se demander, est-ce que le thème de cette déclaration est un thème anodin? La question de l'ethnie dans la politique, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la déclaration, Souman Touré et son parti disent que depuis la création de l'État burkinabé, un phénomène en particulier a toujours concerné les aspects de gouvernance politique et surtout les crises politiques que le pays a connues, et que ce serait la chefferie du plateau central, la chefferie Moussi. Donc il éteint ses propos avec des références historiques, bibliographiques, qu'il faudrait peut-être révisiter pour pouvoir se dire, est-ce que ce sont des affirmations qui tiennent la route, ou est-ce que ce sont des allégations simplement? Et pour moi, je pense que une déclaration politique, la réponse qui va avec, c'est une autre déclaration politique, à mon avis, et pas plus. Parce que la suspension, ça va au-delà donc de la considération qu'il s'agit de l'animation de la vie politique et qu'il s'agit de l'évocation d'un certain nombre de faits qui, pour eux, peuvent porter atteinte à la stabilité dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être qu'au niveau de l'État, on estime que, du gouvernement, on estime que c'est des propos assez graves qui pourraient menacer cette stabilité, cette cohésion, sont graves. Si bien qu'il faut vite aller à des sanctions aussi peut-être suprêmes, mais pour dissuader tout autre homme politique qui serait tenté d'aller dans ce sens. Je trouve que les propos sont effectivement extrêmes, dans la mesure où ils stigmatisent directement un groupe de personnes et des institutions sociales qui, à son avis, ont un rôle important dans les crises sociopolitiques que nous avons connues. Mais en cela, il faut aller au-delà donc de l'émotion qui est suscitée par la déclaration faite par le parti, pour se demander, dans un contexte sociopolitique multiculturel, comme c'est le cas du Burkina Faso, les spécialistes parlent de 63 nationalités ou 63 ethnies, est-ce que les autres ne pourraient pas se retrouver dans le discours prononcé par le PITJ? Auquel cas, on se trouve maintenant face à une situation de fait où, au-delà de la forme qui est le parti politique qui fait sa déclaration et qui peut être suspendu facilement par les autorités, et s'il y a des hommes et des femmes qui ressentent les choses de cette manière-là. C'est peut-être un débat de fond, voilà. Il faut crever l'abcès, il faut poser le débat. Exactement, à mon avis. Parce que le problème ici, c'est qu'on se dit ce sont des sujets assez sensibles, si bien qu'il faut éviter de les mettre sur la place publique. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Vous savez, la question de la chefferie est en débat depuis pas mal de temps. D'aucuns ont parlé de la constitutionnalisation, de lui donner un statut. Les chefs eux-mêmes estiment que la situation les arrange telle qu'elle est. Toujours est-il qu'on est obligé aujourd'hui de se dire, avec le recul historique, qu'il faut trouver une solution au fait que cette chefferie coutumière n'interfère pas avec le fonctionnement des institutions démocratiques et républicaines et ne soit pas à l'origine des crises qui lui sont reprochées. En tout cas, pour ce qui concerne la période allant du soulèvement populaire jusqu'à nos jours, on a pu assister à une recrudescence du recours à la chefferie coutumière, notamment celle de Ouagadougou, en l'occurrence le Moro Nava, vers qui beaucoup d'acteurs se rendent pour trouver des solutions à des crises, y compris des questions totalement institutionnelles. Récemment, le protocole d'accord entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement a été signé bel et bien au niveau du chef des Mossé. Donc, on peut
ici voir une interférence entre les institutions sociales traditionnelles et les institutions républicaines de l'État. Tant qu'on ne va pas clarifier la question, on est obligé de considérer qu'il y a un problème et je pense que... Parce qu'à la fin, on a comme l'impression peut-être qu'il y a un recours systématique effectivement à ces institutions qui devaient être les derniers ressorts, voilà. Si bien qu'on se demande effectivement si à un moment donné il n'y a pas trop d'intrusion, et là se pose la question effectivement de est-ce que ces institutions gardent leur crédibilité vis-à-vis de l'ensemble au-delà du maintien de la crédibilité de la chefferie coutumière Moussi, dont il est question ici, moi je pose le problème différemment. Je considère qu'il y a ici une faillite de la classe politique qui, chaque fois qu'elle n'arrive pas à résoudre des grandes questions, se réfère à des institutions qui ne sont pas prévues pour cela. Il y a le cas de la chefferie coutumière, mais il faut aussi classer l'armée au même titre. Le 30 octobre également, la classe politique qui a fait le soulèvement populaire, a renversé le régime en place, a été incapable de dessiner un agenda politique au pays et a fait appel à l'armée pour diriger le pays. C'est exactement de la même chose. Quand les gens n'arrivent pas à trouver des solutions dans leurs responsabilités, ils vont tout de suite faire recours à la chefferie coutumière qui, ayant reçu donc la demande de contribution, intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. Imaginez qu'on demande au chef des Moussi aujourd'hui quel est son avis sur les fonds communs. Vous voyez, il y a des règles qui régissent ces questions-là. Et on devrait les appliquer plutôt que de venir tout le temps recourir là où les responsabilités des acteurs politiques et des responsables institutionnels sont en première ligne. Parce qu'en même temps, c'est donner la possibilité à cette chefferie aussi d'avoir un droit de regard sur le fonctionnement de la République. Mais tout à fait. À tout moment. Autant ils vont intervenir et que parfois ils arrivent à dénouer les situations, mais autant c'est risqué. La preuve, c'est la citation comme témoin à un procès du putsch, qui est un procès purement politique. Donc, c'est le fait d'intervenir pour la résolution des crises qui expose donc la chefferie coutumière aujourd'hui à des situations dans lesquelles elle aurait aimé ne pas être impliquée. Aucun responsable coutumier, on le sait très bien, n'est à l'aise en face de ces institutions judiciaires qui sont très risquées. Peut-être qu'ils peuvent y aller à titre de témoin, mais en raison de l'évolution des débats contradictoires, le statut peut changer rapidement. Donc c'est extrêmement risqué. Et c'est le recours que je trouve abusif de la chefferie coutumière par les acteurs institutionnels et les acteurs de la classe politique qui, à mon avis, crée un dysfonctionnement et qui nous entraîne dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui. Il y a la chefferie coutumière, mais c'est aussi les religieux. Est-ce que tout cela, ce n'est pas aussi à ces institutions, peut-être, gentiment, de refuser aussi d'intervenir régulièrement ou de façon systématique dans la résolution des crises? Il faut peut-être mettre aussi les acteurs face à leurs responsabilités. Voilà, c'est peut-être pour ça que certains acteurs demandent la réglementation de la chefferie coutumière qui allait délimiter leur champ d'intervention. Vous savez, le recours qui est fait à ces chefs coutumiers, notamment le Moro Naba, c'est toujours dans des situations extrêmement difficiles. Vous vous rappelez le 31 octobre 2014, la façon dont l'émotion était forte et l'État était en péril. Bon, les gens sont allés chez le Moro Naba pour lui demander son intervention. Également, la crise au niveau du monde scolaire, c'était pareil. Donc, c'est dans des situations vraiment extrêmes que le recours est fait au chef d'État. Moi, au chef traditionnel. Moi, je pense que peut-être, pour prémunir ces recours à ces institutions sociales, il faudrait peut-être jouer un rôle préventif. Lorsqu'il y a un suivi qui est fait, on estime que telle situation est en mesure de dégénérer, en ce moment, les chefs auraient pu intervenir à l'avance pour attirer l'attention de tel ou tel acteur sur sa responsabilité, de telle sorte qu'on n'atteigne pas la crise et qu'on ne revienne pas les voir. Comme la sortie, par exemple, des évêques lors de la... Par exemple, comme ils le font très souvent, la conférence épiscopale des évêques intervient et traite de l'actualité politique. Et donne une orientation à tous les fidèles chrétiens qui s'en tiennent à ce que leur congrégation a dit. Mais lorsque cela n'est pas fait pour les chefs coutumiers,
les problèmes évoluent, pourrissent et finissent par éclater. En ce moment, on court un peu dans la panique chez le chef de... À l'avenir, c'est peut-être aussi créer une sorte de collège de chefs coutumiers qui intègre aussi d'autres chefs coutumiers pour ratisser large et avoir effectivement cette représentativité nationale de sorte à éviter effectivement qu'il y ait une entité précise de la chefferie coutumière qui soit indexée. Voilà. Moi, mon souci, c'est la préservation de la paix sociale, de la sécurité. Dans cette préservation de la paix, on doit veiller à ne pas brimer l'un ou l'autre des acteurs. Parce que beaucoup stigmatisent l'intervention des chefs traditionnels dans la politique. Bon, ça c'est une conception primaire. Mais quand on va au fond, le chef traditionnel c'est aussi un individu qui a des droits civils et politiques, parmi lesquels il y a le droit d'être électeur et d'être éligible. Donc, est-ce qu'il devrait jeter ses droits civils et politiques parce qu'il est responsable coutumier ou traditionnel? Donc, ce sont des questions. Je ne trouve pas ici une réponse catégorique sur la question, mais je pense qu'il est assez urgent d'asseoir les cadres qui vont réfléchir et faire des propositions concrètes afin que ces institutions-là continuent à jouer le rôle social qui est le leur, tout en préservant la paix sociale et le fonctionnement des institutions. Restait toujours le dernier ressort. Dans le cas, par exemple, de Soumane Touré, pour les partisans, effectivement, de cet homme politique, c'est qu'il y a comme du deux poids, deux mesures au niveau du gouvernement, parce qu'il y a eu d'autres sorties également qui ont fait référence à ces questions d'ethnie, de chefferie, mais qui n'ont pas été sanctionnées de la sorte. Tout à fait. C'est pour cette raison que je disais que la suspension, à mon avis, n'était pas très opportune. Parce qu'on a l'impression ici que c'est parce qu'il a parlé de la chefferie coutumière, moi aussi, que ce problème lui est arrivé. Mais d'autres l'ont évoqué en leur faveur, en disant, bon, nous sommes aussi, nous promenons l'appartenance à cette ethnie comme un des arguments électoraux, par exemple, et qui n'ont pas été sanctionnés. Ça a juste été l'objet d'un débat dans les médias et sur les réseaux sociaux, et puis bon, c'est passé. Donc, à mon avis, je crois que la suspension, ça fait quitter la question du cadre du débat démocratique. Et ça l'amène ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on interdit à l'individu, Soumane Touré, de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas? Il pourrait le faire dans d'autres cadres. Il pourrait même, à la rigueur, intéresser certains groupes. Puisque la question étant ethnique, il peut intéresser certains groupes et ils vont s'exprimer aussi au titre de ces groupes-là. En ce moment, on serait dans les difficultés. Donc je crois que le gouvernement, à mon avis, aurait dû mieux analyser l'affaire, peser le pour et le contre, avant donc de prendre une quelconque décision. Merci, Cheka Koulibaly. Merci. La suite de ce 7 info avec les impôts, les douanes, le trésor, tous les services rattachés au ministère de l'économie et des finances et les agents de ce département ministériel ont observé un mouvement de grève de 48 heures. Cette semaine, 7 points de revendication figurent dans la plateforme, mais il n'y a pas les fonds communs. Le piquet de grève a difficilement été installé au ministère de l'économie, des finances et du développement. La coordination des syndicats de ce ministère dit être empêchée par la police de commencer sereinement sa grève qu'elle compte observer du 4 au 5 avril. Néanmoins, des travailleurs n'ont pas marchandé leur participation à ce mot d'ordre des 6 syndicats composant la coordination. Cette grève des 48 heures fait suite à une correspondance adressée au ministre de tutelle et au Premier ministre en date du 16 mars. 7 points faisaient l'objet d'exigences et à en croire la coordination, aucun d'eux n'a connu une avancée. La grève est tenue pour exiger la satisfaction totale de notre plateforme que nous avons soumise au chef de l'État le 14 mars 2018, qui s'articule en 7 points, que vous connaissez, dont la restauration du chèque au niveau du ministère, l'intégration du bâtiment R+4, l'arrêt des réformes, la location du carburant qui a été supprimée, la restauration de cette location et la suppression des contrats des sociétés d'inspection, des importations de marchandises et l'octroi d'un statut sécurisant et, au personnel du ministère des Finances et l'arrêt de certaines réformes entreprises au niveau du ministère sans
sans la participation et le consentement des travailleurs. La coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances regrette l'attitude du gouvernement. Après avoir pris 2 semaines pour la rencontrer, le gouvernement ne proposera rien de tangible. En plus, c'est la question du fonds commun qui est mise aujourd'hui en avant. Il faut dire que nous avons eu des concertations avec le gouvernement. En 3 jours, nous avons déposé notre préavis le 14 mars. Le gouvernement nous a appelé que le 28 mars. Nous nous sommes concertés le 28, le 29 et le 30. Et depuis lors, le gouvernement a dit, à travers le ministre de la fonction publique, qu'il va rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques, notamment le chef de l'État, le Premier ministre. Il nous revenait jusqu'à la date, jusqu'à cette heure-là, il nous est plus revenu. Sinon, la question du fonds commun ne nous préoccupe pas du tout. Voilà, d'autant plus qu'il ne fait pas partie de notre plateforme revendicative. Donc, on ne sait pas ceux qui ont posé le problème. Voilà, c'est eux qui savent où se trouve le problème et ils vont apporter des réponses. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, le syndicat des travailleurs des douanes, le syndicat national des travailleurs de la planification et de la coopération, le syndicat national des agents des finances, le comité CGTB et NAREF sont les 6 syndicats dont les membres observent cette grève de 48 heures. Les finances, les impôts, on en parle justement avec notre consultant en fiscalité, Tidiane Kaboré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de reste à recouvrer. C'est quoi exactement? Alors, aussi bien pour cette invitation et aussi du thème aussi que vous développez à l'endroit de vos téléspectateurs. Les restes à recouvrer, on va parler très simple. Hein, parce que lors des échanges, vous l'avez vu, hein, la coalition des syndicats en parle justement. Justement, c'est un thème d'actualité d'ailleurs, hein, parce que sur toutes les radios, on entend beaucoup de vos confrères qui parlent des restes à recouvrer, même au niveau de la population. Alors, pour parler simple, les restes à recouvrer sont tout simplement la différence entre ce que, par exemple, un contribuable vient déclarer en termes d'impôts et ce qui est effectivement recouvré par les services des impôts. Ou encore, ce qui lui a été notifié suite à un contrôle est reconnu par le contribuable et effectivement pris en charge par les services de recouvrement. Et ce sont ces reliquats d'ajustement qu'on appelle reste à recouvrer. Donc ce sont des dettes fiscales. Des dettes fiscales, justement. Alors, le stock est estimé aujourd'hui à combien? Alors, vous, les journalistes, vous êtes mieux informés encore que nous. C'est dans les colonnes d'un de vos confrères que j'ai eu les éléments d'information au 31 décembre 2017. Je crois qu'on était à 482 milliards, hein, 482 milliards, comme reste à recouvrer, qui se trouve en fait dans les stocks de la Direction générale des impôts du Burkina Faso. La question, c'est comment on fait justement pour qu'il y ait, en fait, c'est important quand même, 400 et quelques milliards. Comment on fait pour en arriver là? Est-ce que c'est les services en charge du recouvrement qui ne font pas le travail, ou alors est-ce que c'est le mécanisme mis en place qui ne permet pas véritablement? Alors là, vous me donnez l'occasion effectivement de donner une explication pour peut-être dédouaner aussi les services de recouvrement, hein, parce que là, ce n'est pas généré par la recette. Je vous ai bien expliqué que dans notre système fiscal, c'est quoi? C'est-à-dire que le système est déclaratif, comme on le dit couramment. Et la contrepartie, en fait, c'est le contrôle qui est effectué, soit le contrôle des cabinets au bureau qu'on appelle le contrôle sur pièce, ou sur place, justement qu'on appelle la vérification de comptabilité. Mais il se trouve que la déclaration et le paiement, normalement, doivent être concomitants. C'est-à-dire que quand vous venez déposer une déclaration au service des impôts, ça doit être normalement accompagné de paiement. Mais cette règle a été pratiquement, passez-moi l'expression, mis de côté. Parce que depuis plus d'une dizaine d'années, les contribuables viennent, ils déposent les déclarations, mais ils ne payent pas. Ce n'est pas suivi de paiement. Donc ça, c'est un premier point, justement, qui puisse expliquer en fait l'origine en fait des restes à recouvrer. Le deuxième point également, c'est comme je vous le disais tantôt, il y a les contrôles qui sont effectués à partir du bureau, qu'on appelle les contrôles sur pièce. Vous déposez vos états financiers ou vos déclarations TVA. Il y a un contrôle qui est fait à partir du bureau. Quand il y a des irrégularités, les services d'assiette vous notifient ce qu'on appelle un redressement. Et ces montants, dès lors que vous reconnaissez, c'est-à-dire que, à partir de la notification définitive, ce qu'on appelle l'avis de mise à recouvrement, donc c'est transmis directement à la recette pour prise en charge. Ce n'est pas parce qu'on vous a notifié que vous payez immédiatement. Donc, tous ces éléments-là viennent davantage générer en fait des restes à recouvrer. Mais dans ce cas-ci, si vous avez suivi en fait l'actualité depuis 2017,
il y a d'abord eu un problème technique, parce qu'il y a eu une migration du système informatisé de taxation qu'on appelle couramment le syntaxe, justement vers un autre plus performant, qui a généré pratiquement aussi des doublons. Mais je crois que cet élément aujourd'hui, en fait, est un lointain souvenir. Donc il faut s'en tenir en fait aux deux sources potentielles qui génèrent en fait les restes à recouvrer. C'est-à-dire que les déclarations déposées qui ne sont pas suivies de paiement, ce qui devrait être en fait la règle, c'est la concomitance. Mais aujourd'hui, bon, on a laissé les gens prendre une habitude depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, pour les ramener, dire bon, vous déposez un petit peu, vous payez, ça devient compliqué. Et l'autre point aussi, ce sont les contrôles dont je vous parlais, le contrôle sur pièces et le contrôle aussi généré aussi par les brigades qui sont souvent aussi très élevés parce que quand ce sont des vérifications générales, vous pouvez vous retrouver avec des milliards à payer. Et quand vous notifiez des milliards à un contribuable, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà, donc voilà à peu près les deux sources potentielles qui génèrent facilement en fait les restes à recouvrer. Et tout ça, on pourrait mettre ça sur le compte peut-être du manque aussi d'autorité de l'État par rapport au recouvrement peut-être non, on ne peut pas, parce qu'il y a une procédure qui est là. Parce que c'est de l'argent, 400 et quelques milliards, c'est un peu l'équivalent du déficit budgétaire par exemple pour cette année. Oui, mais je vous informe d'abord que ça veut dire qu'il faut même jusqu'à présent qu'on essaie de maîtriser en fait ces restes à recouvrer. N'oubliez pas que 2017, vous avez les chiffres à travers les colonnes et tout, ça a été évoqué. On est parti de 1382 milliards et ça a été toiletté avec les doublons, puisque en fait il y a eu des doublons, il y a des contribuables qui on avait adressé en fait par exemple des convocations, ils sont venus présenter en fait les quittances, alors que dans la base de données de la direction des impôts, ces intéressés en fait étaient rédevables. Donc tout ce travail-là doit être poursuivi. Et puis aussi, il faut se dire que dans ces 482 milliards, il y a des dossiers qui sont certainement devant le juge. Par exemple, dans la procédure, le contribuable, s'il n'est pas d'accord, il peut par exemple rester en justice, il peut aller devant le juge de l'impôt pour contester effectivement le redressement. Mais en ce moment, ça dit qu'il doit effectivement constituer des cautions. Est-ce que vous voyez? Donc tous ces montants effectivement doivent faire partie. N'oubliez pas aussi que il y a des contribuables aussi qui ont fui après l'insurrection. Tous ces éléments-là sont là. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont là de nom. C'est une société anonyme, c'est une SARL de nom. Mais le fait qu'une seule personne est absente, l'entreprise est là de nom. Est-ce que vous voyez? Donc tous ces éléments, il faut essayer de tenir compte voilà, justement de ce contexte-là avant de pouvoir se prononcer. Moi, je suis convaincu que les 482 milliards, si on continue le toilettage, on pourra encore aller en deçà de cela. Et peut-être la dynamique de numérisation administrative pourrait aider à régler ces petits soucis de doublons, etc. Non, je crois que déjà, ce problème, c'est comme je vous le disais, le problème technique en fait a été résolu, puisque la DGI a quitté syntaxe 1 pour syntaxe 2. Donc, ces problèmes techniques ont été en fait résolus. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus le problème de pointage. C'est-à-dire que, bon, des contribuables qui ne se reconnaissent pas effectivement dans les dettes, voilà, justement, donc il faut toujours continuer en fait dans ce pointage-là pour mieux identifier qui doit quoi et arrêter en fait une liste sérieuse aussi qui puisse amener aussi les gens aussi à adhérer et n'est pas aussi pratiquement tiré sur les cellules des recettes qui ne sont pour rien puisque les procédures sont respectées. Ça peut être un point de motivation pour les agents du ministère, du MINEFID, d'autant plus que ça peut être constitué aussi un fonds pour le fonds commun. Alors, donc, je crois que bon, sur ce point, je ne vais pas trop m'appesantir comme les syndicats sont en négociation avec le gouvernement. Je crois qu'on va les laisser continuer. Okay. Bon, voilà. Alors, le gouvernement, justement, ambitionne de recruter des cabinets privés pour le recouvrement. Et c'est d'ailleurs là un point d'achoppement avec les syndicats, justement. Oui, je pense, hein, on va pas trop rentrer dans les polémiques voilà, justement, s'il faut recruter ou pas, mais on va quand même donner notre lecture, hein, et ça c'est la lecture que nous pouvons avoir au niveau de la rédaction, ça n'engage que nous, et voilà. Alors, moi je pense que le recrutement des cabinets privés, bon, pour le moment, je trouve que la situation n'en vaut pas la peine. Parce que pour moi, c'est ce que je vous disais tantôt. Ça crée peut-être plus d'efficacité. L'efficacité, je ne crois pas. Est-ce que vous êtes renseigné ou est-ce que si les honoraires qu'on doit verser à ce cabinet, si on les reversait par exemple au service de recouvrement des impôts, ils n'allaient pas faire mieux? Ah oui, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Alors, donc, pour moi, d'abord, en fait, le problème n'est même pas là d'abord. C'est-à-dire que le problème, pour moi, c'est d'abord comment résoudre le problème à la source. Je vous ai identifié, en fait, les deux sources. Aujourd'hui, on a des redressements qui vont, par exemple, dans les milliards.
Voilà justement, est-ce qu'il faut revoir en fait notre manière en fait de notifier? Parce que quand vous partez en contrôle pour une vérification générale sur 3 années précédentes et l'année en cours, et vous notifiez par exemple 7 ou 8 milliards par exemple à une entreprise, vous savez bien que l'entreprise ne peut pas immédiatement se libérer en fait par exemple de cette dette. Et quand par exemple on continuera d'accepter que les contribuables viennent déposer des déclarations qui ne sont pas suivies de paiement, comme on est en train de le constater, ça veut dire que vous allez recruter permanemment des cabinets privés pour ça. Alors que non, ça veut dire qu'il faut combattre en fait le problème à la source. Moi, je pense que en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et le contexte aujourd'hui, je pense que aller prendre un cabinet privé, vous savez, nous sommes dans un espace communautaire. Ce n'est pas seulement les cabinets privés burkinabés qui peuvent postuler. C'est-à-dire que dans les 7 petits pays membres de l'UEMOA, d'autres peuvent même postuler et puis gagner. Et j'avoue que le contexte est tellement difficile qu'il faut faire très attention. Vous allez amener un cabinet ici, vous lui dites, bon écoutez, à 400 milliards à recouvrer, si vous recouvrez, voici vos honoraires. Les cabinets font, ce sont ces honoraires seulement, ils voient. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, pour des impayés d'impôts, un cabinet qui vient par exemple saisir l'immeuble de quelqu'un ici ou bien la parcelle de quelqu'un, vous pensez qu'on ne sera pas dans une rébellion fiscale ici? Parce que les gens n'ont jamais connu ça. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que la loi est là, mais il faut vraiment étudier aussi le contexte avant d'appliquer certaines choses. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est 400 milliards qui sont posés et il y a une bande de paresseux qui est là, qui ne fait pas le travail. Non, c'est comme je vous le disais. Il faut effectivement que, même au-delà de ces montants qui sont communiqués là, que bon, on essaie de voir quelle est la part, par exemple, des montants qui sont peut-être en contentieux. C'est comme je l'ai dit. Quelle est la part, par exemple, des entreprises qu'on ne retrouve même pas sur le terrain, par exemple? Quelle est la part des entreprises qui sont insolvables ou bien qui sont en difficulté financière? C'est comme je vous le disais. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Nous vivons la réalité. On a des amis. Donc le service public peut bien faire ce travail. Ah oui, il peut bien faire ce travail. Aujourd'hui, l'AJT sert à quoi si on doit aller prendre un cabinet privé aujourd'hui? La direction de la législation du contentieux des services des impôts burkinabés sert à quoi aujourd'hui si on doit aller chercher un cabinet privé? On a des meilleurs juristes. Hein? À l'AJT, on a de très bons juristes. À la DLC, on a de très bons juristes qui ne demandent qu'on leur confie du boulot. Mais si les gens se trompent de combat, il faut aller chercher un cabinet, venir distribuer des honoraires. Bon, ça aussi, on observe. Nous, on ne fait que dire. C'est-à-dire que nous aimons tous ce pays. C'est pour cela que nous menons la réflexion, voilà, justement, à tous les niveaux, pour qu'on puisse en fait trouver la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut combattre ça à la source et essayer aussi d'associer aussi les services juridiques aussi à l'interne. Alors, quelle solution envisageable, selon vous, par rapport à cette question du reste à recouvrer? Non, c'est ce que je disais tantôt. Il faut davantage, en fait, mener la réflexion en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en amont, il faut d'abord essayer d'éviter que d'autres restes à recouvrer viennent s'ajouter à ce qu'on a comme existant. Est-ce que vous voyez? Donc là, il faut d'abord essayer de voir quel type de contrôle nous allons adopter. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez concrètement dans une entreprise, vous voyez que l'intéressé effectivement a commis des irrégularités, ce qui s'ensuit, mais objectivement, vous voulez balancer par exemple 6 milliards ou 7 milliards à payer, tout en sachant bien sûr que l'entreprise ne pourra pas payer, et en vous disant que non, dans 2 ans, 3 ans, ça veut dire que ça viendra gonfler en fait vos stocks de RAR. Est-ce qu'il faut continuer encore à accepter? Parce que c'est devenu une seconde, c'est une seconde nature maintenant, l'habitude, hein, en fait, bon, venir déposer les déclarations sans faire de paiement. Aujourd'hui, c'est ça même qui est devenu la règle maintenant. Hein. Ce qui devrait être l'exception est devenu la règle même dans les services des impôts depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, justement, les contribuables viennent, bon, voilà, ils expliquent. C'est déjà bien déclaré. Justement, donc c'est déjà bien déclaré. Mais le paiement aussi, il faut que ça suive. Donc, depuis quelques années, les problèmes, déjà, on voyait ça venir. Donc, il faut peut-être revoir un peu tout ce système-là. Et puis, bon, voilà. D'accord. Voilà. Alors, un système fiscal sans reste à recouvrer, ça existe, ça? Ben, écoutez, c'est comme je vous l'ai dit, ça dit que c'est pas pour rien, en fait, il y a des équipes de poursuite. C'est-à-dire qu'il y a des services de recouvrement, voilà, justement, dans presque tous les pays, voilà, justement, c'est le recouvrement des créances existe. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un service des impôts, soit justement dans les systèmes francophones, il y a les départements chargés, en fait, de poursuite. Donc, c'est pour vous dire que le jour qu'il n'y aura plus de reste à recouvrer, c'est-à-dire qu'il faut supprimer, par exemple, justement, ces départements-là, ces compartiments-là. Je crois que ça relève de l'ordre normal. Ça relève de l'ordre normal. Et je pense que c'est ce que certains techniciens doivent dire à Madame le ministre aussi, quoi. Parce que j'ai l'impression que les gens aussi ne lui disent pas la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous regardez, par exemple, les 482 milliards, il y a 260 milliards qui représentent, en fait, la part issue des contrôles
justement, comment on appelle, des contrôles fiscaux. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort en amont, parce que quand vous entrez dans les services des impôts, vous avez la section domaniale et foncière, et vous avez aussi la section des recettes, et la section en fait des brigades, et puis bon, les services d'assiette. Donc il faut dire que c'est l'effort en fait des services d'assiette et des brigades en fait qui ont évolué en fait pour reprendre. Donc ça dit qu'il y a quand même une bonne partie qui a été recouvrée, et c'est ce qui n'a pas été recouvré en fait qui se retrouve dans les 260 milliards. Donc vous voyez déjà que plus de 50% justement en fait des CRS à recouvrer les plans en fait déjà, comment on appelle ça, sont issus des contrôles. Donc il faut dire que on ne peut pas arrêter les contrôles. Chaque jour que Dieu fait, il y aura toujours des contrôles. Parce que dès lors qu'on essaie d'examiner les déclarations qui sont présentées, et là, je pense que le problème, en fait, devant aujourd'hui, c'est qu'on l'explique davantage. Qu'il n'y a pas de système fiscal sans reste à recouvrer. Et ce qu'il faut encore ajouter, il ne faut pas aussi donner l'impression que quand on parle de système déclaratif, les gens sont assis aux impôts, ils ne foutent rien. J'écoutais en fait un de vos confrères sur votre plateau qui disait non, le système est déclaratif, ils sont assis là-bas, les gens viennent déposer les milliards et puis bon, c'est quoi ils foutent? Ah non, je pense que c'est vous les journalistes qui devraient déjà encourager aussi les acteurs aussi à mobiliser davantage, parce que quand même le pays aussi, c'est comme on le dit, ça dit que c'est quand même la mobilisation des ressources domestiques. Donc le problème qui est là, c'est parce que justement, ces contribuables savent qu'il y a des équipes de contrôle qui peuvent venir à tout moment, qu'ils viennent d'eux-mêmes. Mais malgré tout, il y a d'autres aussi qui ne viennent pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce que je vous disais que la contrepartie du système déclaratif, en fait, c'est le contrôle justement qui peut être sur pièce ou sur place. Donc ça veut dire qu'ils viennent parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas, et l'expérience a montré que quand une entreprise fait l'objet d'un contrôle sur pièce ou sur place, ça veut dire que les 2 années qui suivent, ces déclarations sont correctes. Parce que déjà, il se dit, bon, les impôts peuvent déboucher à tout moment. Merci, Tidiane. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes notre consultant en fiscalité. La suite de cette info, Paris réussit pour la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Malgré l'appel au boycott de sa marche lancé cette semaine par d'autres associations, la coalition a réussi à mobiliser des millions de personnes dans les rues de Ouagadougou. Parties de la Bourse du Travail, elles ont convergé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat où un mémorandum a été remis au ministre Maurice Dieudonné Bonane. Ils étaient des milliers à prendre d'assaut les rues de la capitale en cette matinée du 5 avril, à l'appel de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. C'est ainsi que débute leur campagne de revendication de logements sociaux décents et de dénonciation des actions des sociétés immobilières accusées de spolier les populations. Pourquoi avant nos paysans ne vendaient pas les parcelles là? C'est eux qui ont voté les lois pour les sociétés immobilières qui accaparent nos CRF par une politique. Ça, c'est une politique du gouvernement. Nous savons ça. Les sociétés immobilières, ce sont le gouvernement qui. Pourquoi ils ont dit qu'il n'y a plus de parcelles d'attribution? Je suis à Nouleti, mais aujourd'hui je veux mon parcelle. Et je veux que celui qui fait les politiques prenne les parcelles vendues. Et Dieu veut faire qu'il va lui gagner. Ils vont l'attraper. Il y a les gens qui ont, il y a parcelle toujours, et on veut voler ajouter encore. Donc nous ne pouvons pas accéder. C'est aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse. Ces manifestants, issus pour la plupart des zones non loties, accusent notamment le gouvernement de vouloir transformer ces zones d'habitation spontanée en bidonville. Lors de la rencontre tenue entre les deux parties le 3 avril dernier, le gouvernement a clamé sa bonne foi en indiquant que le processus de restructuration de ces habitations précaires est en cours. Réponse qui n'a pas convaincu ces associations de défense du droit au logement qui ont fait le choix de la rue pour se faire entendre. Nous disons que ce n'est pas normal que on utilise le foncier, on brade le foncier, on le libéralise et qu'on le vende à n'importe qui pour qu'il puisse se faire un capital et au détriment des populations. Nous, ce que nous revendiquons, c'est qu'on travaille à ce qu'il y ait des logements sociaux décents au profit des populations. Partis de la Bourse du Travail, ils sont allés remettre le mémorandum au ministre de l'Habitat. Dieudonné Maurice Bonane a tenu une fois de plus à les rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour apurer le passif foncier au Burkina Faso. Ce qui est de la commission d'enquête parlementaire, vous avez tout suivi, le rapport a été remis au Premier ministre le vendredi passé. Il sera bientôt adopté en Conseil des ministres et ce que vous aviez comme préoccupation, nous allons le faire avec l'ensemble des acteurs, les populations,
les organisations de la société civile, les collectivités locales. Les initiateurs de la marche disent prendre acte de la déclaration du ministre, mais comptent intensifier la lutte au cas où leurs préoccupations ne seraient pas examinées avec sérieux. Le foncier urbain et le bras de fer qui se poursuit entre le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Bewende, et l'homme d'affaires Abdoul Service, un terrain à usage de cimetière offert à l'arrondissement 7 de la capitale burkinabé par l'homme d'affaires. La mairie centrale refuse de donner son OK, évoquant un défaut de documents et une affaire de pylône de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité qui traverse le terrain. Et c'est parti depuis quelques jours pour un jeu d'accusation-réaction. Ouagadougou, la capitale où tout le monde manque de place, même les morts. Plusieurs cimetières sont pleins depuis déjà quelques années et leur superficie déborde de tombes. Toudougouégo, Sondgo, Karpala en sont de parfaites illustrations. Le problème des cimetières est un grand souci pour nous. Actuellement, si on nous annonçait un décès, nous ne saurions où l'enterrer. Peut-être à Tanlargué ou à Kosodou. D'ailleurs, on ne sait où aller, c'est trop loin d'ici et ce cimetière ne peut être le nôtre. Nous n'avons pas tout simplement de cimetière. C'était depuis en haut, c'était jusqu'ici. Mais je trouvais un certain temps maintenant que je voulais rentrer sur la route maintenant. Ce qui m'a poussé à commencer à ma manière de délimiter ça. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, quoi. On pouvait lancer un appel à tout individu, ou bien un organisme, ou bien un groupe de personnes qui peut délimiter avec l'appui maintenant du cadastre ou soit de la mairie pour que ça se limite. C'est dans un tel contexte de besoin pressant de place pour les ensevelissements que s'est invitée l'actuelle polémique entre le maire central de Ouagadougou et le mécène d'un autre genre, Abdoul Service International. Une polémique qui ne nourrit l'opinion publique que d'un sentiment d'incompréhension. Et les sorties médiatiques des deux camps ces derniers jours ne permettent pas non plus de déceler le nœud de cette affaire. Aucun des éléments constitutifs du don de ce promoteur immobilier à l'arrondissement 7 n'est accompagné d'un document. Je suis un promoteur immobilier, je connais comment il faut faire le papier d'un terrain. Comme c'est un terrain qui a été donné à l'arrondissement 7, et c'est eux-mêmes qui font les papiers. Abdoul Service n'a rien à voir dans ça encore. Présence de pylônes de haute tension et de moyenne tension traversant le site d'est en ouest et du nord au sud. Nous voici au cimetière de Bassamiam à la sortie sud de Ouagadougou. Ici, les pylônes de l'interconnexion Ouagabolgatenga au Ghana côtoient ce cimetière à moins d'une quinzaine de mètres. La même distance les sépare des habitations. Pourtant, la distance requise est de 25 mètres minimum. La Sonabel nous a appelés pour faire une réunion à propos des parcelles qui sont à côté de la pylône. Et après, ils ont dit que ça ne gêne pas, qu'on peut construire. Nous sommes à 12 mètres de la pylône. Oui. Alors, si cet état de fait est toléré dans certaines zones de la même ville, pourquoi ce cadeau a tant de mal à se faire accepter? Sondgo n'a plus de place dans son cimetière. Dans ce quartier qui bénéficie du cimetière à problème de Boissa, on avoue ne rien comprendre de l'attitude du maire Arma Bewende. Nous avons appris qu'on ne peut pas enterrer à Boissa parce que le terrain appartient à la Sonabel. Et franchement, nous ne comprenons rien dans cette histoire. Le chef de Boissa et moi, nous sommes ensemble tous les jours. Mais en toute sincérité, depuis que nous sommes là, on n'a jamais été informé que le terrain appartient à la Sonabel. C'est vrai que le chef de Lougri propose un autre site. Mais on aimerait que l'on arrange pour Boissa d'abord et lorsque pour Boissa sera plein, qu'on aille à Lougri. Le cimetière de Sondogo est plein aujourd'hui parce que ceux du centre-ville viennent enterrer ici. Ça a commencé à Gunguin, puis Pissi et après Sondogo. Et voilà qu'il n'y a plus de place. Il ne doit pas avoir de querelle autour d'un cimetière parce que personne ne sait où il mourra. Alors qu'ils s'entendent. Les gens meurent trop de nos jours et leur enterrement ne doit pas engendrer un autre problème. Nous allons tous mourir
et imaginons qu'on ne trouve pas de place pour nous enterrer. Franchement, nous sommes déçus par cette affaire. C'est en réponse justement au cri de cœur du chef de Sandago, cap du service international, procédé en février 2017 à la remise de cimetières, de corbillards, d'ambulances, de motocyclettes et de vivres à la mairie de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, circonscription maire de Sandago. Plus d'une année s'est donc écoulée avant que le maire de Ouagadougou ne fasse sa sortie publique pour dénoncer l'irrégularité du don. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Voilà pour cette question qui oppose le maire de la ville de Ouagadougou à l'homme d'affaires Abdoul Service International. Nous parlons à présent de culture, notamment de la Semaine nationale de la culture qui vient de s'achever dans la ville de Bobo-Dioulasso avec notre envoyé spécial qui est sur ce plateau, Alfred Tchoye. Bonsoir. Bonsoir, Ben. Avant donc d'aborder, de parler du bilan de la SNC, on va suivre juste un extrait de l'intervention du président du Faso à la cérémonie de clôture. Comme vous le savez, toute activité rencontre ses difficultés. La culture, dans le cadre du budget de l'État, n'est pas dotée suffisamment pour assurer ses missions. En même temps, nous disons que le fondement de notre développement doit se baser sur une culture qui est forte et diversifiée. Donc nous devons travailler à joindre l'acte à la parole. C'est pourquoi ce matin avec les artistes, je me suis engagé à faire en sorte que la sûreté des artistes puisse être terminée pour qu'en 2020, ils aient de meilleures conditions pour faire leurs activités. Je me suis engagé également à faire en sorte que les lauréats soient promus, aussi bien sur le plan national qu'au plan international, et le ministre a été instruit pour que cela se fasse. J'ai oublié également de remercier les parrains qui ont assumé leur rôle. Et je pense que nous devons savoir que nous devons puiser les qualités positives de notre culture, que sont l'honnêteté, que sont la dignité, que sont l'intégrité et le travail. Voilà. Que dire de cette intervention du président du Faso? Justement, la 19e édition de la Semaine nationale de la culture qui s'est tenue donc du 24 au 31 mars dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? D'abord, il faut dire que c'était une édition qui était attendue des Burkinabés dans le contexte particulier que nous connaissons, que le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes de tout genre depuis un certain moment. Et le défi, c'était de pouvoir tenir l'édition malgré ce contexte qui prévaut en ce moment. Et déjà, il faut dire que c'est un bon point d'avoir pu tenir l'édition dans ce contexte-là. Et également, l'édition a regroupé environ 300 000 festivaliers. C'était une attente des autorités en organisant cette édition qui voulaient qu'au regard de ce contexte-là, les populations puissent sortir massivement pour un peu, comme pour dire qu'on ne faiblira pas devant le terrorisme, devant toute chose et situation qui pourrait emmener les populations à se replier chez elles. Donc les populations sont sorties nombreuses. On parle de près de 300 000 festivaliers venus de l'intérieur du Burkina et de l'extérieur. Également 1300 artistes qui ont effectué le déplacement de la capitale économique du Burkina Faso pour faire valoir ce qu'elles savent faire. C'était en tout cas du beau monde du côté de la ville de Bobo-Dioulasso. Derrière, on imagine que c'est un bouillonnement avec des retombées économiques. Le chef de l'État, qui reconnaît tout à l'heure à demi-mot que le budget alloué à la culture est faible, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on investisse conséquemment, effectivement, dans la culture, de sorte à ce que la SNC, en tout cas, soit véritablement cette plateforme de promotion de la culture burkinabé? On est tous d'accord que la culture, c'est le socle du développement, mais c'est un secteur malheureusement qui ne bénéficie pas d'un budget assez conséquent. C'est juste, Ben, il faut le dire, c'est vrai que les chiffres officiels alloués à cette édition n'ont pas été communiqués, mais au regard de ce qu'on a pu constater comme organisation, tâtonnement dans l'organisation, on peut se dire que le budget qui a été alloué à cette édition n'est pas conséquent. Vous prenez par exemple les artistes qui ont effectué le déplacement de
de Bobo Dioulasso qui sont logés dans des conditions des conditions, j'allais dire, un peu difficiles. Pas dignes, pas dignes de là. Justement, des salles de classe qui ont été réquisitionnées où des matelas sont mis, ça même le sol. Avec les moustiques partout, c'est vrai que c'est le même constat, c'est le même décor depuis des années. 19 éditions après, le président effectivement l'a évoqué, il faut aller effectivement vers des réformes dans ce sens effectivement. Il a parlé de cette fameuse cité. C'est juste parce que 19 éditions après, on ne peut pas continuer de recevoir des artistes dans ces conditions-là. Et même les festivaliers, ceux qui viennent d'ailleurs, par exemple les exposants à la foire, qui se plaignaient des conditions d'hébergement. Bon, certains avaient, je crois auparavant, eu, selon certaines confidences, il y avait une petite prise en charge qui était prévue, notamment les hébergements et puis, je crois, la restauration. Mais arrivé, ça n'a pas été le cas. Et après 19 éditions, c'est dommage qu'on puisse se retrouver encore à tâtonner dans l'organisation de cette grande fête de la culture burkinabé. Comparaison n'est pas raison, vous prenez par exemple le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Bien avant, effectivement, vous étiez du côté d'Abidjan. C'était du 10 au 17 mars dernier. Ils ont un budget de près de 1 milliard de francs CFA. Ça traduit toute la grandeur de la vision qu'on a pour la chose culturelle. Comparaison n'est pas raison, on ne peut pas demander à l'État burkinabé d'injecter 1 milliard de francs CFA dans l'organisation de la SNC, mais il faut qu'on arrive à ça, il faut qu'on arrive à investir conséquemment dans la culture, de sorte à ce que la culture, comme on le dit, c'est le levier de développement, que la culture puisse jouer effectivement ce rôle-là. La question aussi, et là dans les perspectives, c'est cette plus-value par rapport à cette activité. 19 éditions, on a comme l'impression que chaque année, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes émotions. Dans les productions des artistes, on a l'impression qu'il n'y a pas grand changement. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens? Depuis Abidjan au Massa, le ministre de la Culture parlait effectivement de réforme par rapport à la SNC. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement? Oui, les mêmes réalités, mais aussi les mêmes troupes qui participent depuis le début de la SNC. Quand vous prenez par exemple les compétitions au niveau régional, c'est les mêmes groupes qui reviennent, qui se retrouvent encore à Bobo Dioulasso pour faire prévaloir ce qu'elles savent faire. Et parfois, c'est la même production. C'est la même production. Sur la même production. Et je pense qu'effectivement, la nécessité de la réforme s'impose. Il faut qu'on reparte, je crois, aux fondamentaux même de la SNC. Les leaders de l'époque, quand ils envisageaient la SNC, quelle était la vision qu'ils voulaient donner à la SNC. Donc il faut partir voir les tests et puis voir aujourd'hui, faire l'état des lieux pour savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller. Parce que le Burkina est reconnu pour être un pays de service. Vous prenez un pays comme le Maroc, c'est cela qui constitue sa richesse aujourd'hui. Et en termes d'organisation, on n'a pas rougi devant des pays de la sous-région, mais si après 19 éditions, on n'arrive pas à capitaliser tout le potentiel qu'on a, je pense que c'est un peu dommage. Il faut de véritables réformes, de sorte à ce que même les acteurs culturels ne se limitent pas forcément au Burkina Faso, qu'on puisse aller au-delà du Burkina Faso, faire prévaloir ce qu'on s'est fait. Je pense que la réforme s'impose, le ministre l'a évoqué en filigrane, et je pense qu'il faut avoir le courage de poser le débat et puis en débattre franchement avec tous les acteurs qui sont impliqués. Cette année, par exemple, vous avez un homme de la culture comme Mamoudou Ouedraogo qui était coparrain avec l'homme d'affaires Lansine Diawara. Je pense que le Burkina Faso regorge d'hommes de culture qui font la fierté de toute l'Afrique. Il faut associer ces acteurs à la réflexion, de sorte à ce qu'on a, le débat s'est posé récemment avec la mise en compétition des différentes troupes. Je pense qu'il faut... Est-ce qu'il faut continuer, par exemple, à mettre en compétition le Djeka, le Warba, le Binon, par exemple? Comment on juge effectivement que telle troupe Djeka est plus forte ou telle troupe Binon est plus forte que l'autre groupe, par exemple? D'autant plus que c'est deux danses différentes et que les choses se font véritablement, c'est de la pure tradition. C'est juste, les cultures sont différentes et chaque culture est belle. Il n'y a pas de culture qui soit belle qu'une autre. Vous prenez par exemple chez les lobbies, vous allez voir, il y a des cérémonies où
pour celui qui vient de la ville, il ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Il a l'impression qu'il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de mysticisme autour, mais c'est souvent la culture. Et on ne peut pas, parce que une culture présente de beaux vêtements, présente, j'allais dire, un beau faciès des acteurs, qu'on puisse, à partir de cet instant-là, qualifier cette culture-là d'être supérieure à une autre culture. Non, la culture, toutes les cultures sont belles. Il faut peut-être juste les présenter, permettre au public de les découvrir davantage. C'est peut-être ça l'objectif, faire valoriser ce potentiel, ce terroir, tout simplement, sans les mettre forcément en compétition. Pour certains aspects, bien sûr. Je parle notamment, par exemple, de la danse traditionnelle. C'est juste, voilà. C'est juste. Merci, Alfred, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci, Aubin. La suite, le procès du push manqué. L'audience n'a duré que 30 minutes cette semaine. Le temps de la lecture des lettres de dépôt déposées par 14 avocats de la défense. Conséquence, l'audience a été renvoyée au 9 mai prochain. La partie civile craint une autre occasion de faire de la surenchère. La défense affirme qu'elle use de ses droits. L'audience de ce vendredi 6 mars devrait être consacrée à l'interrogatoire des accusés. Finalement, elle n'aura duré qu'une trentaine de minutes. 14 avocats de la défense, dont 2 commis d'office, se sont déportés. Conséquence, 12 accusés se retrouvent sans conseil. Conformément donc à l'article 43, alinéa 2 de la loi portant organisation, fonctionnement et procédure applicables devant la chambre criminelle, qui stipule que si l'avocat choisi ou commis conformément aux articles 15 et 16 ne se présente pas, le président d'audience en avise immédiatement le bâtonnier qui en commet un d'office. C'est donc en application de cette loi que le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, a décidé de renvoyer le procès au 9 mai prochain afin de permettre au bâtonnier Mamadou Savadogo de trouver des avocats commis d'office aux accusés. Oui, nous sommes en matière criminelle. Il faut quand même que l'accusé soit assisté en tant que tel. Et que c'est tout à fait normal, illégal d'ailleurs. Du côté de la partie civile, on estime que le délai d'1 mois consacré à la constitution d'avocats commis d'office au profit des accusés est raisonnable. Cependant, ces avocats espèrent que cette fois-ci, les questions de fond seront abordées à la reprise. En mois, c'est un temps largement suffisant. Nous espérons tout simplement que ces questions préalables, si on peut les considérer comme telles, seront réglées. L'essentiel étant que nous, les accusés ayant clamé depuis le début de cette affaire qu'ils souhaitent que nous allions dans le fond et qu'ils ont des choses à dire et qu'ils veulent rendre compte au peuple, soit de ce qui s'est réellement passé, de leur non-implication ou de la supposée implication, nous espérons que leur bonne foi prévaudra et que nous irons au fond pour savoir qui a fait quoi exactement, pourquoi des dizaines de Burkinabés ont été tués un matin, pourquoi 2 semaines durant le Burkina a été mis sous un couvre-feu qui n'avait aucun fondement légal, pourquoi nous avons été traumatisés et terrorisés pendant des semaines par nos propres militaires et qui a fait quoi. Mais il y a toujours ce précédent qui risque de refaire surface, celui de la liste des témoins des accusés. Maître Mamadou Keïta, conseil du médecin-colonel Mamadou Bamba, pense qu'il serait injuste de tenir le procès sans leurs témoins. De toute façon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez jusqu'à présent le problème qui a été posé. Ça a toujours été dans cette affaire des listes où il faut admettre qu'on a accepté, c'est la liste du général Djengere, le tribunal a profité de ça. Mais quand il a fallu quand même accepter la même liste, il y a eu quand même des achoppements, de sorte que on pense que honnêtement parlant, juger ce dossier sans certains témoins, ce serait quand même pas aussi de la justice. Les avocats qui se sont déportés estiment que les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable, en faisant référence notamment à la question de la récusation des 2 membres du tribunal, dont le président Seydou Ouedraogo, et la question de la citation des témoins des accusés. Dernier invité pour ce 7 Info, Alpha Yago du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, vous venez de suivre cet élément, le procès push manqué de septembre 2015. Le mot qui revient le plus, c'est procès équitable. Le débat, il est posé. 14 avocats se sont déportés. Et là, on est un peu en difficulté par rapport à l'évolution de ce dossier. Comment vous le voyez? Oui, il faut dire que c'est un dossier dont le jugement était très attendu par l'opinion au regard de la qualité des personnalités donc, qui sont convoquées, qui sont donc inculpées dans le cadre donc, de ce dossier-là. Mais en même temps, l'opinion reste un peu sur sa faim, dans la mesure où ce procès est émaillé de nombreuses erreurs de procédure, je dirais, qui entachent son bon déroulé. Et le dernier en date, bien entendu, c'est la question des témoins
de certains accusés. Et pour la manifestation de la vérité, nous estimons que de manière traditionnelle, et la jurisprudence fait foi en la matière, c'est la justice qui prend les dispositions pour que les témoins puissent donc être présents et pour que la vérité puisse être dite dans toute sa dimension. C'est parce que pense forcément le juge, c'est parce que pense forcément la partie civile qui estime que non, il appartient à chaque partie de faire vernir. Je pense que la jurisprudence fait foi en la matière. Hein. J'aimerais savoir dans quel pays dans le monde il appartient donc aux accusés de s'occuper donc du déplacement des témoins dont la présence peut contribuer de manière significative à la manifestation de la vérité. Je pense que c'est la justice qui doit prendre les dispositions dans ce sens-là. Et je pense que c'est la dernière goutte d'eau qui a fait peut-être déborder le vase et qui a amené les avocats donc à se déporter de manière massive. C'est là de leur volonté peut-être d'exprimer leur ras-le-bol quant aux nombreux dysfonctionnements et qui entravent le cours de ce procès-là. Et cela nous amène à nous poser des questions par rapport à la volonté réelle de cette juridiction-là, en tout cas, de faire en sorte que la vérité puisse être dite dans toute sa dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous avez des acteurs de votre camp, en tout cas de votre parti, qui sont accusés effectivement impliqués dans le cadre de ce dossier. Et là, aujourd'hui, ça dit quoi? Qu'avec tout ce qui se passe là, vous ne semblez pas confiant par rapport effectivement à une justice équitable? Nous sommes tout à fait confiants quant au fait que les personnes qui sont accusées, en tout cas qui sont de notre formation politique, ont la volonté de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, en ce qui les concerne en tout cas par rapport à ceux qui leur sont reprochés. Maintenant, la préoccupation qui se pose, c'est de voir le déroulé même du procès en lui-même, qui est émaillé de nombreuses embûches, qui, en tout cas, peut nous laisser croire que le jugement est déjà fait d'avance. On a l'impression qu'on veut forcément condamner des gens pour faire plaisir à une partie de l'opinion. Et c'est ça qui nous pose un peu de peine. D'accord. Alors, procès équitable, c'est encore la même musique qui est entendue du côté de Paris, oui, avec le cas François Compaoré. On demande son extradition, la justice française est en train d'examiner le dossier. Effectivement, il y a eu des débats. Et finalement, il faudra attendre le 13 juin pour en savoir davantage si oui ou non François Compaoré sera remis à la justice burkinabé dans le cadre du dossier Norbert Zongo. Vous étiez du côté de Paris, justement. Oui, tout à fait. Et je pense que ce procès a soulevé beaucoup de passion et on oublie souvent de chercher la vérité. Or, l'objectif quand même d'un procès, c'est la manifestation de la vérité. Et dans le cas d'espèce, j'ai eu la chance donc d'être du côté de Paris, où ce jour-là, il y a eu plus d'une dizaine de dossiers qui ont été examinés. Et il y a un élément qui m'a frappé quand même, c'est que la plupart des dossiers qui ont été examinés précédemment, c'est que les accusés étaient déjà soit mis en examen, soit inculpés, soit condamnés, pour que leur pays demande donc leur extradition. Sauf le cas de M. François Compaoré, qui n'est ni mis en examen, ni inculpé, encore moins condamné par son pays. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, depuis donc que la demande d'extradition a été transmise aux autorités françaises il y a 10 mois de cela, à peu près, les autorités françaises et la justice en l'occurrence attendaient des documents qui vont étayer la demande d'extradition. Ce qui veut dire qu'il y a des preuves objectives, tangibles, qui montrent que manifestement M. François Compaoré est impliqué dans le procès dont vous avez parlé tout à l'heure, le dossier Norbert Zongo. Et au bout de 10 mois, en tout cas j'étais présent dans la salle, on a constaté que la partie burkinabé n'a apporté aucun élément nouveau pour étayer, pour appuyer donc sa demande d'extradition. Cela quand même nous amène à nous poser des questions et cela est un peu troublant. Si l'objectif est réellement la mention de la vérité, comment se fait-il qu'une demande d'extradition puisse être transmise sans qu'il y ait des éléments qui puissent justifier cette demande d'extradition? Pour la justice burkinabé, François Compaoré est le suspect sérieux. Si ce n'est un procès politique, si cela ne cache pas des intentions politiques. La justice burkinabé, je ne pense pas que ce soit tout le monde qui pense
qui ait le même point de vue au niveau de la justice. Il y a des acteurs qui peuvent avoir des points de vue qui peut-être ont des arrière-pensées politiques, voire politiciennes. En l'occurrence, je vous dis, j'étais dans la salle, ce jour, on a été stupéfait de constater qu'il n'y avait aucun élément nouveau qui a été présenté par la partie burkinabé, qui était représentée par 2 avocats qui ont essayé, sont évertués à expliquer le fait qu'il y a des procédures qui sont en cours pour modifier le corps pénal et que la peine de mort ne sera pas appliquée, elle n'est pas appliquée au Burkina depuis des années et que des dispositions seront prises pour que l'éventuel, enfin si M. Compaoré était condamné, qu'il puisse être dans le quartier administratif de la Mako, etc., comme s'il était déjà jugé déjà pour eux. Or que le procès n'a même pas eu lieu et on a l'impression dans le plaidoyer des avocats burkinabés qu'ils organisaient déjà les conditions pour que cela puisse se faire. Et par ailleurs, les informations qu'ils étaient en train de donner en rapport avec la modification de la procédure viennent du ministère de la Justice, qui donne déjà la garantie que la peine de mort ne sera pas appliquée éventuellement et qu'elle n'était pas appliquée depuis de nombreuses années au Burkina Faso. Donc on a l'impression qu'eux, ils peuvent influencer sur le verdict qui va venir. Et c'est là aussi un peu troublant quand même. Alors, vous avez été dans la salle, vous avez suivi les débats, les échanges. Et à la fin, pour le 13 juin, vous êtes confiant au niveau du CDP par rapport à François Compaoré. Vous sentez qu'il ne sera pas extradé ou il le sera? Ce qui est sûr, nous l'espérons, qu'il ne le soit pas, dans la mesure où nous pensons que les motivations qui fondent cette demande d'extradition-là ne sont pas fondées, ou du moins elles sont profondément politiques. Et ça ne peut pas justifier l'extradition d'un citoyen qui jouit de tous ses droits et qui n'est ni mis en examen, je le répète une fois de plus, qui n'est pas inculpé et qui est encore moins condamné. Parce que le droit, la justice également, ça s'appuie sur des preuves, sur des éléments tangibles. Et souvent, au Burkina Faso, aussi dans le sillage des événements de 2014, on a tendance à assister à des condamnations sur la base de l'émotion, sur la base de l'intoxication, de la divulgation de fausses informations, sans éléments tangibles. La réalité, la vérité de la justice n'est pas la même que les rumeurs de la rue et les discussions politico-politiciennes. La justice a des règles qui s'appliquent. Et en l'occurrence, la demande d'extradition est orienté vers un pays quand même qui se réclame comme étant un pays des droits de l'homme, en tout cas une démocratie avancée, où effectivement la pression médiatique, la pression politique ou la pression entre guillemets de certaines OSC ne peuvent pas influencer sur le rendu, en tout cas d'une décision judiciaire qui, pour le coup, est véritablement indépendante dans ce genre de démocratie-là. Et nous sommes convaincus que le droit sera dit dans toute sa rigueur sur la base des éléments qui auront été transmis aux autorités judiciaires françaises. Merci Alpha Yago. On me fait signe que le temps est terminé. On aura d'autres occasions de parler de votre parti qui est en train de se remobiliser dans la perspective de 2020. Exactement. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette info. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Demain, 13h, l'information revient avec Mamounata Kaboré. Et puis, à 19h30, vous allez retrouver Caroline Yoda. Excellente suite de programmes sur la chaîne Aucun ne défie. Bonsoir.